Merci. On va accueillir les intervenants de l'après-midi. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit Madame la députée Marie-Christine Vergia, excusez-moi de décorner son nom, Vergia, qui nous fait l'amitié de venir parce que, évidemment, son agenda, on peut imaginer ce qu'il est, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc, vraiment, merci d'être avec nous pour non pas seulement porter la parole de l'élu, mais dire plus concrètement les actions que vous mettez en œuvre. Moi, je les connais, mais je pense que c'est le lieu de partager avec tout le monde. Évidemment, on a voulu que ce soit à deux voies, parce que il y a le combat mené pour défendre les droits des personnes migrantes. Là, j'anticipe un peu sur le propos de Fabien, qui ne veut surtout pas qu'on dise migrants, mais personnes migrantes, il veut dire un peu quoi. Et donc, merci à Fabien d'être là pour... non seulement il y a le parcours, ton itinéraire de migrants, mais plus fondamentalement encore le combat actuel qui est le tien. Qu'est-ce que tu penses important comme alerte à faire aujourd'hui? Parce que on est un peu dans un monde de la communication où tout se voit à peu près, à tel point qu'on ne sait même plus dégager ce qui est l'essentiel de l'accessoire. Donc je pense que nous sommes là aussi pour ça, pour entendre ce qui est essentiel à retenir finalement de ces enjeux de la politique migratoire. Bon, moi je faisais juste le mot d'accueil, sachant que c'est Claude Pimène là-bas cet après-midi. Donc que je le laisse se présenter, bon, je ne vais pas le faire, et puis bien sûr nous faire une introduction chapeau. Alors, bienvenue. En fait, ce matin, dans le cadre du débat, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de la partie Europe et des réseaux européens. Et il me semble qu'il y a quand même, par rapport à la migration, des choses à avoir en tête. La notion de migrant, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas si vieille que ça. En fait, le concept, ça démarre avec la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Avant, l'étranger, c'était l'habitant du village d'à côté. Il faut le savoir. On ne se déplaçait pas. Les seuls qui se déplaçaient, c'était les représentants du pouvoir, c'était les militaires, par définition, et puis il y avait une petite frange de population qui se déplaçait pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les études. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque, la plupart de la population était soit illettrée ou n'avait pas de culture à part la culture locale. Donc ça, c'est déjà important de l'avoir en tête, puisqu'on a l'impression que les flux migratoires, ça date depuis toujours. Alors ça, je le temporise quand même, parce que quand je dis la migration apparaît à cette époque-là, c'est vrai en Europe, en France en particulier, c'est pas vrai dans d'autres pays où l'organisation traditionnelle de la société autour des chasseurs-cueilleurs, autour de l'élevage, de choses comme ça, où les gens, par tradition, se déplaçaient. Mais ici en Europe, en fait, on vivait sur son village, sur ce qu'on utilise aujourd'hui d'une façon un peu abusive, mais son territoire. La source, elle est là. Ensuite, il y a une autre idée que je voudrais reprendre, c'est que j'évoquais ce matin mes chers amis de l'extrême droite en Europe. Quand on vous dit aujourd'hui l'invasion musulmane, c'est maintenant, c'est des menteurs. L'invasion musulmane, c'était dans les années 60-70, où les Maghrébins sont venus à la demande du patronat, parce qu'il y avait l'emploi et c'était l'après-guerre, c'était suite de l'après-guerre, et
en fait, ils étaient venus, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne sont pas venus de leur plein gré, quand même, ils étaient venus pour ne pas rester. C'est-à-dire que l'idée, le patronat investit dans des foyers, les Sonacotra de l'époque, où c'était des chambres pour des personnes seules. Donc l'idée, c'était qu'ils venaient travailler, et une fois la période de travail terminée, ils rentraient au pays. Bon. Il y avait un deal, c'est qu'effectivement, c'est l'époque où se sont développés des services, puisque les travailleurs ici renvoyaient de l'argent au pays, et ça satisfaisait en apparence tout le monde. Sauf que l'histoire ne s'est pas passée comme elle était prévue, comme c'est souvent le cas, puisqu'il y a eu, la dernière phase, ça a été Giscard, leur groupement familial, où, en fait, on a permis à ces gens qui étaient venus travailler en France, en particulier pour nous, de faire venir leur famille, et après, on découle la première, deuxième, troisième génération des jeunes, entre guillemets, immigrés, qui sont nés en France. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels moi j'aime bien repréciser, parce que quand on dit aujourd'hui on est envahi par les musulmans, on oublie. Alors, il y a aussi un point important, c'est que dans les années 60-70, ils n'étaient pas expulsables, puisque la plupart des musulmans qui venaient, notamment d'Algérie, notamment du Maroc, ils étaient français pour un certain nombre. Donc, comment voulez-vous qu'on leur dise non? Donc il y a comme ça, aujourd'hui, une confusion qui est entretenue dans l'esprit des populations. Quand on vous parle d'invasion, regardez derrière. Voilà. Je ne veux pas être plus long, parce que vous avez vu ce matin, quand on me donne la parole, je suis On l'a arrêté. Non, mais c'était important de repréciser le cadre, ouais. pour bien camper les choses. Et évidemment, Fabien va poursuivre, évidemment, c'est lui qui organise son propos, donc nous sommes tout oui, Fabien. Ok, bon, merci, bonne soirée à tous. Je commence d'abord à vous remercier particulièrement et à remercier aussi la fédération tout entière, parce que vous m'avez donné la possibilité de venir exposer ici mon expérience, qui est non seulement mon expérience, mais aussi l'expérience de plusieurs milliers de subsahariens qui, plus ou moins, aujourd'hui sont bloqués au niveau des frontières sud de l'Europe, qui sont plus précisément le Maghreb. Parce qu'en fait, l'Europe aujourd'hui se traite avec tous ces pays. Frontières sud de l'Europe, ce n'est plus vraiment Orly, ce n'est plus Charles de Gaulle. Déjà, on voit tous, comme on dit en Europe, nous autres qui avons la chance d'avoir l'étude de séjour aujourd'hui, les contrôles, ça se fait plus pratiquement dans nos pays, dans nos aéroports. Ici, ce n'est que juste une facette. Donc, j'ai dit merci à vous. Parlant de mon expérience, je ne serai pas très long, parce qu'en fait, nous tous, nous connaissons les causes du départ de tous ces pays. Il est bien vrai qu'il y a quand même aussi un regard stéréotypé avec les médias qui alimentent que la première des choses, les raisons fondamentales, si on peut dire, pour ces gens, c'est la pauvreté. Je ne dis pas le contraire, mais je pense quand même que l'homme et le déplacement, c'est des choses liées. Donc on devrait d'abord présenter ça comme l'homme, le déplacement pour un homme, c'est fondamental. Donc en dehors du fait qu'aujourd'hui dans les médias européens, on articule seulement que c'est la pauvreté. Or, quand on regarde les migrations interafricaines, elles sont considérables plus que les migrations africaines vers l'Europe. Donc, je ne vais pas vous dire toutes ces causes. Déjà, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aujourd'hui, ceux qui partent en Afrique, il faut le retenir, ce sont des élites. Ce sont des élites africaines, entre guillemets. Élites dans quel sens? Je peux les définir. Ça peut être des élites des familles, ça peut être des élites des régions, ça peut être même des élites de toute une, je ne sais pas, des villes. Parce que, tel qu'on nous présente les choses, aujourd'hui, les pauvres en Afrique n'émigrent pas. Les plus pauvres en Afrique, la plupart, quand ils émigrent, c'est l'exode rural. C'est soit ils partent des campagnes vers la ville. C'est qu'ils partent, et quand on regarde même tout ce qui se passe, comme j'ai vu ce matin, vous avez eu, j'ai vu dans votre programme, il y avait Migre Europe, je pense Emmanuel Blanquart, il était là, qui traitait sur ces questions
comment ils appellent ça, les centres de rétention. Moi, j'appelle des prisons à ciel ouvert. C'est moi, des prisons à ciel ouvert que l'on a installées au niveau extérieur de l'Europe. Donc, ce sont des élites. C'est des gens, parfois, c'est la famille qui compte. On prend l'exemple de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. Tous les documentaires que vous allez regarder avec des témoignages, vous aurez tendance, tous ces migrants ou bien ces personnes migrantes, d'ailleurs, que j'aime qu'on appelle personnes migrantes, pourquoi? Parce que quand on parle des migrants, on a l'impression qu'on indexe les Noirs. Mais quand on dit, oui, pourtant quand l'Européen vient en Afrique, mais si on parle de personnes migrantes, il doit se sentir aussi indexé parce qu'ils deviennent personnes migrantes. Même comme quand ils sont chez nous, c'est des diplomates, c'est tous les noms que vous voulez. Donc quand on dit personne migrante, c'est une personne qui se déplace, mais quand on dit migrant, pour moi, je n'aime vraiment pas cette connotation. C'est depuis que je vais dans les forums sociaux mondiaux, je regarde comment ça se passe, je regarde comment on appelle les témoins, parfois des migrants, c'est pour jouer de la comédie, c'est-à-dire pour jouer avec l'émotion. Moi, j'ai été au Sénégal, j'ai été en Tunisie, je suis reparti en Tunisie. Quand on appelle, on te dit, oh, vous aurez l'exemple des migrants, c'est pour venir, c'est-à-dire jouer avec l'émotion, les motifs de ceux qui sont là. Pour parler, pour dire que oui, on a parlé de l'arabe, oui, il faut aussi parler qu'il y a les noirs. Mais ça, c'est clair, c'est indéniable. C'est des choses que je n'accepte pas. Donc, je reviens sur mon propos que ce sont des élites. Je ne suis pas parti du Cameroun déjà pour venir en Europe. Ça, c'est la première des choses. Mon rêve personnel, c'était la Libye. Parce que Kadhafi, à l'époque, avec tout ce qu'on connaît, qui était à la tête de cette Afrique, c'est monsieur qui voulait une Afrique indépendante, c'est monsieur qu'on a mis en quarantaine, en embargo, et qui s'est débrouillé par le bras sur la table de ses frères africains. Pour nous, c'était vraiment de l'espoir. C'était de l'espoir. Donc, à mon jeune âge, après mes études, je me décide d'aller en Libye pour aller m'installer et travailler. Donc, il y a pas mal d'Africains comme moi aujourd'hui, pour un départ dans les pays subsahariens, ce n'est pas forcément pour aller en Europe tel qu'on le présente, tous ceux qui sont là sont bloqués, mais ils vont envahir l'Europe. Moi, j'en connais et je sais de quoi je parle. C'était donc pour aller en Libye. J'ai dû transiter par le Tchad, le Nigeria, le Niger avant d'arriver en Libye. Je serai un peu long parce que vous avez toutes les informations, tout ce qui se passe, les arnaques, les harcèlements, les vols, les viols. On a suivi tout ça. Là, comme on est un peu avec le temps, on ne peut pas revenir sur alors comment ça s'est passé, cette émotion dont je vous parlais tantôt. Je préfère qu'on avance sur l'essentiel. Donc j'arrive en Libye dans les années 2004, mais je suis un peu surpris par le guide, mais par ce racisme et ce blocage, c'est-à-dire le rêve qu'on nous a vendu de cette Libye qui fait appel à tous les Africains, c'était vraiment tombé dans le lit. Donc j'ai été d'abord très surpris, qui sortant des pays, vous pouvez comprendre, Afrique centrale, c'est des pays avec un climat modéré, mais tu arrives dans un pays désertique, on te dit c'est la Libye dont tu as toujours entendu parler, et tu es assimilé à des mulets pour avoir un peu de quoi manger. C'était franchement plus que choquant. Donc c'était l'espoir perdu. Et donc du coup, avec la répression, c'est-à-dire tous ces pays, certes, la Libye avait une particularité par rapport à l'Algérie, au Maroc, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand nous on arrivait dans la Libye dans les années 2004, le seul problème que la Libye avait, parce que normalement, Kadhafi, le guide, je ne fais pas sa promotion, mais il voulait quand même les Africains pour la reconstruction de son pays. Le seul problème que nous on avait, quand nous on arrivait, c'est de passer rien que les tests médicaux. C'était la seule condition en Libye, même comme ça ne ressort pas, c'était passer les tests médicaux. Tu arrives à l'hôpital, on fait des tests, on se rendait compte que tu n'étais pas malade, tu n'avais pas de sida, tu n'avais rien, ils appellent ce papier pataka. J'ai oublié, je devais vous le montrer. La Cité de l'immigration m'avait proposé de leur donner ça pour le musée. Il dit c'est pour mon petit-fils. C'est lui qui va donner ça à la Cité de l'immigration. Tous ces papiers. C'est la pataka, c'est un papier jaune. Avec ça, c'était plus que le titre de séjour. Tu pouvais circuler de la Libye du Sud vers la Libye du Nord. Ça veut dire que tu étais en bonne santé, tu pouvais travailler. Mais il y a eu des répressions avec la population, une montée xénophobe. C'est là qu'on s'est vu dans l'obligation de sortir de la Libye pour revenir en Algérie. Parce que, bien évidemment, on ne pouvait pas sortir de la Libye pour la Tunisie, bien de la Libye pour le Maroc. Et il faut aussi noter qu'en fait, plus il y a ce désespoir qui vous arrivez, vous faites face à des situations que vous n'avez pas mis en tête, vous ne vous attendez pas. Et du coup, vous commencez, c'est là où le rêve de l'Europe commence plus ou moins.
Parce qu'en fait, il y a quoi? Ça s'explique. D'un côté, vous avez subi tous les raquettes, des humiliations, les cas d'essai dans le désert. Et à deux pas, on vous dit, vous êtes à 2 heures, bon, supposons que vous êtes à 2 heures de mer pour arriver en Europe. C'est-à-dire l'Europe de droits de l'homme. L'Europe de tout ce que vous connaissez, l'Europe forteresse, pas forteresse comme aujourd'hui, mais c'est quand même l'Europe merveilleuse. Ça veut dire, n'importe qui, c'est un instinct humain, c'est un instinct de survie. Au lieu de faire le retour en arrière, autant mieux supporter les 2 heures, malgré les médias, tout ce que vous allez voir, on vous dit les bateaux, machin, trucs, comme vous voyez, des rapports, j'ai l'habitude de les dénoncer chaque année. Ça ne peut rien vous dire par rapport à tout ce que vous avez subi. D'abord pour la Guardia civile, le témoin pour madame la députée qui a dû voir le film Les Messagers, la Guardia civile parle dans le film que qu'est-ce qui peut retenir un homme qui a parcouru 10 000 km, un mur, un grillage? C'est le commandant de la Guardia civile qui le dit dans ses films. C'est pas à moi. Un mur, aucun mur au monde ne pourrait retenir quelqu'un qui a supporté tout ça au désert. Donc n'importe qui dirait, comme ceux qui sont au niveau du Maghreb, avec la répression, il faut aller en Europe. C'est la seule condition, c'est l'Europe des droits de l'homme. Là-bas, au moins, nos droits élémentaires. Donc on a transité par l'Algérie. De l'Algérie, j'ai subi pas mal aussi des déportations, avec toutes les humiliations, les raquettes, vers le désert du Mali. Désert du Mali, on est remonté pour l'Algérie. Et de l'Algérie, c'est là qu'on vous fait comprendre, ou bien vous fait savoir pour la première fois, que en fait, il y a des territoires espagnols qui se retrouvent dans la péninsule, des territoires espagnols qui se retrouvent dans le territoire marocain. Donc c'est des enclaves Ceuta et Melilla. Et là, les choses changent parce qu'on vous fait comprendre, on vous fait savoir qu'en fait, votre effort physique, il y a la possibilité d'entrer dans ces enclaves qui sont en réel ou en principe, qui sont des centres de sélection. C'est-à-dire, en fait, quand vous arrivez là, ceux qui vont demander asile, on va vous sélectionner, ça en fonction de ce que vous savez faire. Après, on va vous dispatcher dans les villes en fonction aussi des besoins de l'agriculture et tout en Espagne. Donc c'est là qu'on s'est installé au niveau de la frontière qui jouxte la première enclave qui est Melilla, dans les forêts de Gourou dans les années 2005. Donc de 2005, la petite histoire c'est qu'en fait dans les années 1999, moi j'étais pas là, mais c'est l'historique, ces zones étaient en réel, en principe, des zones de passage. Le transit ne m'était pas long. C'est-à-dire les Africains qui arrivaient là, et c'était, sous la lumière, ce n'était pas connu de tous, même en Afrique, même des intellectuels africains. Moi, j'ai mon niveau baccalauréat, je n'ai jamais même su qu'il y avait des territoires européens en Afrique. Ça, c'est sûr. Donc, même politiquement, c'était très mal connu, mais dans les années 2002, c'est là où l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur, la connaissance aussi, au niveau des pays africains, commencé à prendre conscience. Donc il y a des territoires européens au niveau du Maroc. On peut arriver, même jusqu'aujourd'hui, moi j'étais directement au Burkina, on me demande, non, on peut arriver en Europe à pied. J'ai dit, je ne peux pas dire non, j'ai dit oui, effectivement, on peut arriver en Europe à pied. En avant, on savait qu'il fallait prendre l'avion aussi, on peut arriver en Europe à pied. Et il suffit d'aller, je vais arriver. C'est pas que je motive des gens à aller en Europe, mais c'est la réalité. C'est ça la réalité, quand même. Donc, du coup, la petite histoire, c'est qu'en fait, après les attentats du World Trade Center aux États-Unis, l'Europe s'est décidée de barricader ses frontières. Le transit est devenu un peu plus long que prévu. Ça veut dire que les gens n'y passaient plus. Les gens y arrivaient et ils étaient bloqués dans la forêt. Ce qui fait que il y avait un grand nombre, un grand chiffre de montées des venants, mais il y avait très peu qui parvenaient à traverser. Moi, je ne me cache pas, je suis les premières personnes qui commencent à témoigner au Maroc à visage découvert. C'est de là où on a eu des solutions d'organiser une tentative massive. Dans notre idée, pas comme les médias nous ont présenté comme on était des anciens militaires, c'est archi faux. Dans notre idée, c'est qu'on était bondés dans la forêt, plus de 800 personnes, et devant nous, on avait un grillage avec la Guardia civile. Il fallait les prendre de coups. Dans notre idée, j'étais parmi les organisateurs de la communauté camerounaise, je l'ai dit dans mon livre, c'était de les surprendre, de les submerger pour entrer en Europe. On n'avait que des échelles de fortune, rien d'autre. Mais, à notre très grande surprise, c'est là où on a perdu pour la première fois 14 de nos camarades tirés à balles réelles. Donc,
on fait face à une Europe qui s'est radicalisée, voilà, qu'on a tiré sur les jambes à bout portant. C'est là où aussi les médias, pour la première fois, on va faire le tour du monde, que 1800 personnes ont voulu prendre les enclaves espagnoles, c'est au Melilla, il y a une forte présence des subsahariens au niveau du Maroc. C'est parce qu'on était en nombre élevé, comme je vous l'explique, dans les forêts. Donc du coup, il y a eu une déportation parce que le Maroc a subi des répressions au niveau de l'Union européenne pour déporter tous ces gens. C'est là le Maroc a fait des avions en direction du Sénégal, du Mali, du Cameroun, du Nigeria, tout ce qui était présent dans la forêt. C'était pour la première fois. Et c'est là aussi où je rends toujours témoignage à Caritas, c'est-à-dire cette action catholique, il faut le dire, catholique, et pour la première fois a interpellé le haut-commissariat aux réfugiés de se déplacer de Rabat pour venir prendre acte de ce qui s'est passé dans les forêts. Parce qu'en fait, le haut-commissariat des réfugiés, il existait au Maroc, je ne sais pas pour quelle mission, ils étaient là. Mais en fait, ils n'avaient jamais parlé de cette situation. La chose a commencé à être médiatisée. Nous autres, on est partis de la forêt parce que après cette tentative massive, le haut-commissariat aux réfugiés a pris acte qu'il y avait des demandeurs d'asile, a commencé à faire pression au niveau des autorités marocaines, parce qu'en fait, ils avaient la reconnaissance, le haut-commissariat, ils étaient là. Certes, on refoulait ceux qui étaient demandeurs d'asile, mais il a commencé à avoir un ping-pong politique, ou peut-être madame la députée pourra nous dire. Mais néanmoins, moi j'avais une autre vision. J'ai incarné une autre vision, c'était celle qui va beaucoup vous surprendre. C'est de dire, nous sommes tous des personnes en migration, c'est la loi de cause à effet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que le Congolais ou bien l'Ivoirien est réfugié, peut aussi arriver demain que le Cameroun soit réfugié. Donc, moi, je n'étais pas dans une logique comme vous voyez, on démontre aujourd'hui réfugié, parce que pour moi, ça entre d'abord dans les normes exactes de l'immigration choisie, telles que voulues par un ancien gouvernement. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été clair dans la loi de cause à effet. C'est pour ça, dans tout ce que j'ai fait, c'est toujours question des migrants aujourd'hui. Dieu merci parce qu'avec moi, au niveau du Maroc, on a raison parce qu'en réalité, ils sont à 700, ils étaient à 700 réfugiés, mais aujourd'hui, on régularise les migrants. Donc, j'ai été l'incarnation de cette lutte au niveau du Maroc pour dire, je n'ai rien à faire avec des réfugiés, les migrants sont là, ils ont décidé de vivre là, c'est leur pays, à défaut, leur pays à destination par défaut. Il faut, pour parler d'abord de leurs droits, pour commencer par leurs droits, il faut les régulariser pour leur donner accès au travail, accès à l'école, accès au carnet, comment on appelle, à l'état civil pour les enfants et tout. Au début, ça a été très très dur, je peux vous rassurer. J'avais le soutien juste, et c'était même très politique, de l'association l'AMDH. À ce niveau du Maroc, il y a l'AMDH, il y a l'OMDH. J'avais rien que le soutien de l'AMDH, l'association des droits humains, des droits humains au Maroc. Marocain des droits de l'homme. Entre-temps, il y avait aussi l'OMDH qui était trop politique. Même dans cet AMDH, vous connaissez très bien, ils, plus ou moins, étaient dans une logique, oui, il faut qu'on commence par donner des titres de séjour aux réfugiés, après on va voir des migrants. Or, comme on a vu que comment dirais-je, le haut-commissariat des réfugiés s'occupait des réfugiés et des demandeurs d'asile, que déjà même eux, leurs droits n'étaient pas aussi respectés que ça, parce que même tous les réfugiés au niveau du Maroc, quand il y avait des rafles, on les arrêtait. Vous pouvez aller dans les archives de Migration, vous allez voir toutes ces dénonciations, avec demandeurs d'asile ou pas, on les expulsait tous vers la frontière du Mali. Nous, on a créé le Conseil des migrants subsahariens, et notre mission était, la première mission, où j'étais secrétaire général, c'était d'interpeller les autorités subsahariennes. Parce qu'en fait, vous connaissez nos missions diplomatiques, si ça parle de migration et puis ils vous disent on n'est pas là pour ça, hein. Surtout dans ces pays, ils parlent d'étudiants, c'est leur problème. Coopération militaire, étudiants, ça s'arrête là. Migrants, oh non, non, c'est pas leur histoire, c'est un gros dossier qui relève parfois des présidences de nos pays. Donc du coup, on a pris le risque. Mais toujours avec le soutien, c'est là où ça vaut aussi le coup. Aujourd'hui, comme je vous disais, qu'en fait, le combat ne doit pas se limiter au Maghreb. Il faut que je continue ici en France, avec les espaces qu'on me donne, parce que j'ai constaté une chose au niveau du Maroc. La France joue un grand rôle, même avec les ONG. Pour que notre lutte soit connue, il a fallu que je participe à une formation avec le collège coopératif de Paris. Ils appellent ça ACORA.
Ce sont des ateliers de recherche en action et développement. J'ai participé où on a écrit un livre qui était écrit dans l'âme des migrants subsahariens au Maroc ou les oubliés des droits de l'homme. À partir de là, c'est là le carnet d'adresse est ouvert au niveau des ONG européens. Je commençais à interpeller sur cette question. Et c'est grâce aussi au soutien des ONG, même la communauté maghrébine, je peux vous le rassurer, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là. C'est pour ça que j'ai des réserves avec eux. Au départ, je connais toute la petite histoire. Eux, ils se sont toujours positionnés comme si le Maroc a toujours été un pays de transit, que ces gens ne sont pas venus chez eux. Malgré le discours qu'on leur a toujours démontré qu'en fait, même la migration change dans le temps. Il y a des Camerounais qui partent au Gabon dans l'espoir d'aller aux États-Unis, mais dès qu'ils s'installent au Gabon, ils oublient leur rêve. Comme nous aussi, on arrive même en France, on se dit après la France, j'irai au Canada. Tu arrives en France, tu trouves le travail, tu trouves une femme, après ça change. La migration, ça change avec le temps. On peut aussi partir de chez nous pour l'Europe, tu arrives au Maghreb, s'il y a de l'installation, tu t'installes là. Mais ils n'ont jamais pris ça en considération. Mais je comprends que c'est quand même un enjeu très, très politique par rapport aux accords de réadmission. Madame la députée pourrait parler de ça. Accord de réadmission entre le Maroc, avec tous ces pays subsahariens où voilà, ils ont transité par le Maroc, vous les ramenez au niveau du Maroc, comme ça, je prends un exemple, un nombre élevé de visas, où il y a les étudiants maghrébins et tout, donc ça devient, nous on est toujours une monnaie d'échange, que ce soit chez nous, que ce soit pour ces pays où on a transité. Donc je reviens sur le jeu ou bien l'apport des ONG européennes qui nous ont soutenus et le soutien parti des ONG pour elles qui travaillent sur le terrain et dire oui, effectivement, ces gens-ci, si on veut régler ces problèmes, je me souviens, c'est le pape qui a utilisé même cette expression en 2008, l'expression de flux migratoire. Je pense que c'est le pape qui était la première personne à l'utiliser, parce que moi j'étais choqué avant de revoir ça, comment les associations, les ONG ont repris ça. C'est le pape, moi je me souviens. Très bien. Si on veut gérer ce flux migratoire, on regardait très bien le flux migratoire, on va dans le dictionnaire pour regarder les flux migratoires. Bon. Bref, si on veut gérer ces flux migratoires, on entre dans leur jeu, il faut forcément intégrer ces gens dans les accords, dans le développement humain, physique, personnel et tout. Donc, on a eu un soutien des ONG. À partir du soutien des ONG, on avait des éléments de faire pression à nos ambassades où, en 2008, j'ai passé en force, c'est-à-dire, et j'ai demandé aussi ça, c'est ce qui s'est passé aussi avec la Guinée, c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, je vous dis, vous pouvez chercher, c'était moi qui étais le meilleur, passé d'abord en force, où j'ai dit à tous les camarades que la première des choses, c'était d'abord de booster les ambassades, dire aux ambassades, étudiants, élèves, on va passer au vote, chaque communauté doit avoir une communauté. Et parce qu'on avait cette vision que du moment où on va prendre les têtes présentes de la communauté camerounaise, présentes de la communauté marocaine, présentes de la communauté guinéenne, il n'y a pas une ambassade qui va résister quand on va dire c'est des communautés subsahariennes qui l'ont pris d'assaut. Et ça a marché. Donc on est passé aux élections, on est passé, ça va prendre du temps, mais c'était quand même très technique de le savoir. C'est-à-dire, nous on était des migrants, c'est là où les ambassades disent il n'y a pas de problème, il suffit de vous enregistrer en tant que migrant et on vous fait, parce qu'ils voulaient, les ambassades voulaient jouer le jeu, genre non on ne peut pas voter si on n'a pas de titre de séjour, nous on a dit qu'on n'est pas au Maroc, étant des ambassades, nous sommes les ressortissants camerounais, nous sommes les ressortissants guinéens, nous sommes la seule chose, c'est la carte consulaire. Bon, et ils ne savaient pas, ou peut-être ils savaient, je ne dis pas, mais nous on avait déjà notre plan. Et quand tous ces communiqués sont passés aux élections, tous les élèves ou les étudiants, ils étaient battus. Parce qu'en fait, généralement, tu vas trouver ces 300 élèves, 200 élèves dans une communauté. Or, quand les migrants, c'était question de voter qui représentait la communauté, et la communauté prenait le pouvoir. Ça devenait un rapport de force entre l'ambassade et la communauté en place. Même comme les ambassades, ils sont très techniques, à un niveau, ils voulaient toujours cerner les choses pour dire la communauté des sans-papiers, la communauté, mais nous, on parlait d'ailleurs au nom de la communauté. Que ce soit papier ou sans-papier, c'était au nom de la communauté. C'est de là, il y a eu des fruits, on a eu des, vous savez, dans les pays maghrébins, je ne pourrais pas en dire. On était comme ça, on a eu des menaces, des tortures, des tortures, franchement, dans les cellules, mais on n'a jamais baissé les bras. On était déterminés. Et aussi, le fait d'avoir publié ces livres, j'ai publié le livre parce que, étant déjà au niveau du Maroc, je me suis dit, il faut matérialiser. C'est-à-dire, toute cette expérience, il fallait que je l'écrive. Je l'ai écrit, malgré que vous allez voir cette couverture, Migrants au pied du mur, c'est aussi
Je n'ai pas de problème avec la France parce que je parle français, mais c'est aussi le regard que la France avait de l'immigration. Je vais l'expliquer. Ce n'est pas mon choix, cette couverture, avec un fond noir, avec des rochers écrits en blanc. Ça veut faire quoi? C'est la dissuasion complète. Mais étant au Maroc, l'éditeur n'a même pas pris conscience de ce que je voulais. Lui, il a vu le matériel. En fait, c'est riche. Il a sorti le truc. Mais comme dans les réseaux, j'ai contacté les amis allemands. Ça, c'est mon choix. Ce n'est pas forcément parce que c'est moi, c'est parce qu'il y a l'espoir au moins. Il y a ce sourire. Et c'est là un truc qui s'est décidé tous les deux. Donc, du coup, l'éditeur allemand, ben, bon, il n'y a pas de problème. On a traité d'égal à égal une personne qui comprend que je milite, j'ai tout un truc derrière, tous ces messages que vous devez passer. Et on a traduit ce livre. Et c'est de là aussi, j'ai eu, bien évidemment, parce que la question vient toujours, comment tu es venu en Europe? Parce que moi, je n'ai jamais fait des interventions quelque part rassemblement. Alors, comment tu es finalement venu en Europe? C'est là où j'ai eu une invitation par le Parti des Verts allemands, autrichiens, aussi en France, où j'ai été le parrain du festival Migrants Scène de 2011. J'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez le festival Migrants Scène, qui regroupe toutes les villes de France. C'était moi le parrain de 2011 par la CIMAD, aussi avec Bruxelles Laïque et le Parti des Verts. Donc, on a essayé de m'inviter pour parler des préjugés, parce qu'il n'y a pas seulement que les Européens, comme j'ai dit là, qui ont des préjugés, nous aussi on a des préjugés, en tant qu'Africains, sont propres à nous. Donc voilà, s'il y a des questions, pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà la petite histoire, les départs, les tracasseries sur la route et les formes d'engagement au niveau du Maghreb. Aujourd'hui, pour vous grosser un peu, nous sommes sur le point de mettre sur pied le réseau Afrique Échange Migration. On a voulu commencer par Afrique Survie Migration, mais connaissant très bien l'ONG Survie et voyant aussi les connotations, et en regardant aussi, même le regard qu'on voulait nous autres donner de la migration, on a vu opportun et juste de mettre le mot Afrique Échange Migration, parce que là, on est net, on est dans la logique où ça s'échange entre les uns et les autres, les Africains, les Européens, les Noirs, les Africains entre eux, sans vraiment ce regard partenarialiste ou bien ce regard, voilà, de celui qui connaît les choses à la place de, comme disait quelqu'un, celui qui est pour nous sans nous et contre nous. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe quand même dans la plupart des cas. Donc voilà. Merci Fabien. Ah, merci beaucoup. Vraiment Fabien. Oui. Alors, vraiment, je suis désolé, je vais prendre la parole en premier parce que je buvais, tu vois, je buvais tout ce que tu me dis là. D'autant plus que tu me le dis avec une mise en scène qui est toi-même. Parce que j'ai toujours dit, et ça, ce que tu viens de dire, me permet d'affirmer haut et fort que le fonds le migrant est le fonds de commerce de tout le monde, en commençant par les politiques. Tu as cité survie. Et ça, on ne peut pas me l'enlever, on ne me l'enlèvera jamais. L'Afrique n'est pas pauvre. Il n'y a pas l'immigration économique. Il y a juste ce qu'on veut faire porter à l'homme qui se déplace, parce que tout ça obéit à la loi divine. Quand Dieu crée, l'homme va et sur la terre avec la parole, sur la parole. Et ça, aujourd'hui, on veut l'empêcher de vivre comme le Créateur le lui a donné. C'est le don. C'est un don. Sans rien. Et ça, aujourd'hui, on va donner à cet homme toutes sortes de qualificatifs, immigration économique, immigration ceci, immigration ça. Rien de tout. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ce que tu as dit, je discutais avec Guillaume. Ton histoire, c'est l'histoire de tout le monde. C'est mon histoire. C'est l'histoire de Guillaume. C'est qu'il faut croire en soi. Il faut croire, c'est la foi. Quand tu crois à ton destin, quand tu crois à ce que tu t'aimes, là rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut se dresser devant toi pour t'empêcher d'aller où tu veux aller.
Non, mais parce que si tu veux le récit, sur le plan professionnel, le récit que nous avons est justement, comme on parlait ce matin, par rapport aux histoires de vie, qui permet d'écrire des livres comme ça, qui sont des livres de pédagogie. Ce que moi j'ai écouté, je suis éducateur spécialisé, conseil d'insertion. Pas plus tard que la semaine dernière, quand les gens ne partent pas parce qu'ils sont pauvres. Pas du tout. Et deux fois même, c'est la famille qui vend les terres, qui vend tout. Ouais. C'est la conjugaison, c'est les familles qui se réunissent. Ils partent en mission. C'est des missionnaires. J'ai fait ce travail académique où j'ai dit le parcours migratoire, bien entendu, ça va modifier toute la représentation de la famille et tout, simplement parce qu'on part en mission. On est porteur d'une mission. Tu vas pour réussir, tu vas pour ramener quelque chose. Même si tu pars pour rencontrer l'autre, parce que ma mère, quand elle me dit va à l'école, c'est parce qu'elle a vu passer le curé qui était habillé en blanc. Elle dit va apprendre la langue de ce monsieur pour qu'on puisse parler, pour me dire qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il dit. C'est ça, ma mère me dit d'aller à l'école. Et je pars à l'école, et je traduis à ma mère ce que le blanc là a dit. Ma mère dit, bon, ton école là, ça s'arrête là. Elle me dit ça, ma mère. Jusqu'à ce que quand je reviens, je lui donne mon premier mémoire. Tout ce que ça va l'intéresser, c'est à chaque fois qu'on est devant un barrage de police, parce qu'on demande sa pièce d'identité, il dit, mais voici ma part voici ma part de choses que mon fils m'a amené de chez les Blancs. Lis, explique-moi. Donc voilà, en fait, pourquoi je raconte toutes ces histoires, c'est pour vraiment dire qu'aujourd'hui, en 2016, il faut qu'on comprenne, qu'on comprenne, que chacun puisse relayer à son niveau, qu'il n'y a pas d'immigration économique, qu'il y a simplement... Vous pouvez discuter tout ce que vous voulez, mais moi je pars de ce principe. Chez moi, je suis né dans un village, je suis le fils d'un fermier, d'accord? Je suis le fils d'un fermier, mon père est polygame, 3 femmes. Et ces histoires, vous retrouvez un peu partout. Maintenant que l'évolution de la société, l'évolution technologique, tout ce qui s'ensuit, arrive en sorte que, avec la paysannerie, les sociologues ont parlé, Bourdieu, ainsi de suite, les machines transforment tout. Puis vous venez, alors on parle de COP21. Qui vous a dit d'aller couper les arbres en Afrique? Qui vous a dit d'aller, n'est-ce pas, polluer les terres en Afrique? Qui a dit ça à qui? Maintenant, ça devient qu'on dresse les uns contre les autres. Alors que le bon Dieu a donné ça à tout le monde. Ça devient des propriétés individuelles. Non, je suis pris d'émotion. C'est normal. Je suis pris d'émotion. Non, mais c'est juste pour qu'on puisse noter que l'immigration, c'est le fonds de commerce de tout le monde. Et puis à ce moment-là, c'est chacun de nous qui va demander à ce que tout le monde se mette autour d'une table comme ce soir, comme cet après-midi, pour dire réellement, mon frère, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun? Mis à part que toi tu me traites d'immigré, moi je te traite de machin, mais on a quand même quelque chose en commun. C'est quoi? Et qu'on comprenne ce qu'on a en commun et qu'on échange ensemble. Parce que c'est à cela le prix de mieux vivre ensemble. Merci Fabien. oui, bon, pourquoi